Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne Osez Briller. Alors aujourd'hui, on va recevoir en interview quelqu'un qui a été un de mes clients, il fut un temps, peut-être un des tout premiers clients. Ça commence à dater, c'était en 2015-2016, donc ça fait un petit bout de temps. Et à l'époque, donc Laurent, qui s'appelle, était sapeur-pompier à Paris. Il me contacte parce qu'il avait un projet de reconversion professionnelle. Il a des hypothèses de projet et sait qu'il veut entreprendre, mais il ne sait pas forcément dans quoi, comme beaucoup de personnes qui veulent quitter le salariat pour pouvoir créer leur propre activité. On travaille ensemble sur ses sources de plaisir, sur ses intérêts, sur son pourquoi, sur ses raisons, ses aspirations aussi qui l'amènent aujourd'hui à vouloir quitter ce métier. Et on met en lumière son intérêt déjà existant pour le travail manuel et puis l'artisanat. Et puis, bah, quelques mois plus tard, il a plusieurs hypothèses et puis une opportunité qui se présente à lui permet de changer de vie pour s'installer dans les Antilles. Et puis, c'est là que son projet se précise. Il reviendra en France avec l'objectif de devenir savonnier artisan. Il crée sa société avec sa femme et puis aujourd'hui, bah, ça marche plutôt bien et il va nous en dire un petit peu plus durant cette interview. Alors, je pense que ça va parler à pas mal de personnes puisqu'il y a beaucoup de personnes qui veulent créer leur activité mais qui ne savent pas forcément dans quoi. Il y a aussi la question de se dire que c'est jamais le bon moment parce qu'il y a les crises, il y a ceci, il y a cela, l'actualité n'est pas forcément morose et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se lancer dans son propre projet. Peut-être que ça vous inspirera, en tout cas, ça fait plaisir et ça fait du bien d'entendre des personnes qui continuent de créer, de lancer des initiatives, des projets, malgré les temps qui courent. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis bonne écoute et à bientôt. Bon, bah, en tout cas, merci, merci d'avoir répondu présent parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'y pensais, tu vois. Et puis, le fil des mois, le fil des jours passe. Et Et des puis années aussi. ouais, des années parce que maintenant, ça fait une paire d'années. Et du coup, en fait, il y avait toujours ce petit truc au coin de ma tête qui me disait, tiens, ce serait bien quand même de le revoir parce que j'avais eu un bon feeling et puis voilà, ça m'avait quand même beaucoup servi. C'était sympa ce petit échange, ce petit travail introspectif sur moi-même qu'on avait réussi à faire ensemble. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Nous, on était restés en contact sur Facebook, mais je fais en sorte d'entretenir le lien avec la plupart des personnes que j'accompagne. Là, tu vois, l'année dernière, j'avais interviewé Xavier qui m'avait contacté à peu près à la même période que toi d'ailleurs, et qui, lui, a carrément lancé sa maison d'édition. Ah ouais. Et il est parti au Canada parce que, bon, pour X raisons, hein, mais effectivement, ouais, c'est important pour moi aussi qui suis très quand même attaché, tu vois, au Bien résultat, sûr. mine de rien, parce que quand tu es coach, tu as une obligation de moyens, mais pas de résultat. Mais c'est quand même important, tu vois, que même si tu as besoin du temps, parce que ça fait depuis 2016 Mm. qu'on a arrêté l'accompagnement, et je me souviens même, j'étais au Japon. On avait même fait une séance. Il était 23 heures chez moi. Il était plus, je sais plus quelle heure chez toi. Il était peut-être 14 heures, un truc de genre. Enfin bref. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 à aujourd'hui? Alors, énormément de choses. Déjà, cette décision d'entreprendre, elle était vraiment très forte à cette époque-là, hein. Je savais que je voulais changer de vie. Je voulais passer en fait, du côté en fait, de l'entrepreneuriat et ne plus être en fait, dépendant d'une structure et d'un monde du travail, en fait, hein, enfin, d'un patronat. Donc, je voulais être à mon compte et prendre les propres décisions sur mon avenir et pouvoir en fait, voilà, avancer à ma manière et atteindre des objectifs que je m'étais fixés. Et donc, pour ça, j'avais besoin d'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je t'avais sollicité à l'époque, parce que je ne me sentais pas en fait de prendre cette décision sans vraiment avoir fait un sondage sur toutes les possibilités et puis surtout sur comment faire, quoi. Et puis après ça, il y a eu un départ en Martinique. On a eu une opportunité professionnelle. Donc moi, après avoir quitté mon ancien emploi, on a eu une opportunité professionnelle là-bas. Donc on est parti avec nos enfants vivre en Martinique. Donc ça a duré un peu plus d'une année. Et c'est là-bas que le projet, en fait, réellement est né.
Alors, d'un simple constat, en fait, on était dans une petite maison à Schœlcher. Donc, la Schœlcher, c'est un petit peu le fief de l'île de la Martinique. Et puis, si tu veux, la maison était pas raccordée au tout à l'égout. C'était une fosse sans fond. Et il y avait des problématiques sur les canalisations et sur l'évacuation des eaux usées. Tout se déversait dans la rue. Et le propriétaire n'avait pas les moyens de faire les rénovations de la maison. Donc, du coup, on voulait pas continuer à voir ces eaux usées se déverser jusqu'à la plage où on allait se baigner le soir à 17h avec les enfants après l'école. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Changer notre mode de consommation. Donc, on a commencé à supprimer tous les produits en fait, d'usage courant, quoi, hein, la lessive, les produits ménagers, les gels douche qui sont extrêmement polluants. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des recherches sur les alternatives. Donc, j'ai commencé à fabriquer de la lessive maison avec du bicarbonate de soude, comme on peut le voir maintenant beaucoup sur Internet. À l'époque, ça ne se faisait encore pas trop. J'ai commencé à utiliser du savon de Marseille très simple pour la douche et la toilette. Mais pour les enfants, c'est vrai que c'était assez astringent parce que le savon de Marseille, c'est un savon ménager. Donc, on a cherché des alternatives et on est tombé sur la saponification à froid. Donc, c'est mon métier d'aujourd'hui, savonnier, que j'ai pu en fait, découvrir après cette expérience de vie en Martinique. Et donc, c'est comme ça que le projet est né. En fait, j'ai fabriqué du savon saponifié à froid à la maison pour mon usage personnel. Et puis, comme j'en faisais quand même beaucoup, je faisais des pains de 1 kg à 2 kg. Donc, ça faisait trop pour notre consommation. Donc, en fait, on en donnait aux voisins, on en donnait aux amis aux alentours. Ça a beaucoup plu. On a eu énormément de retours positifs sur l'utilisation du produit parce que c'est un savon, on en parlera plus tard, mais qui est extrêmement doux, donc qui apporte énormément de bienfaits pour la peau. Et du coup, on m'a dit, tiens, nous, on est intéressés, on voudrait bien t'en prendre un peu plus. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça que le projet est né. Ok, alors il faut resituer un petit peu le contexte. C'était quoi ton métier avant? Alors, mon métier d'avant, oui, le métier d'avant, c'était sapeur-pompier de Paris. Donc, j'étais spécialiste en intervention subaquatique, donc plongeur. Alors, j'étais déjà quand même très sensible sur la question de l'environnement parce que en tant que plongeur, on a des missions de sauvegarde des biens et des personnes sur le milieu aquatique dans la région parisienne. Et il se trouve que donc nos entraînements principalement et toutes les actions qu'on mène en tant que pompier de Paris, c'est sur la Seine, la Marne et bien tous les plans d'eau en fait sur la région parisienne. Voilà, il faut savoir que c'est des endroits qui sont quand même assez pollués. On retrouve énormément de déchets qui sont jetés sur ces points d'eau. Et donc, c'est vrai que dans nos entraînements, on a pour habitude de ramasser quelques canettes et de les remettre dans une poubelle ou dans un système de tri. Voilà, parce que, en tout cas, moi, c'était ce que je faisais parce que j'étais assez sensible à la question. Et quand je suis arrivé en Martinique, j'ai retrouvé un petit peu cette problématique sur les fonds marins, en tout cas sur les premiers mètres des abords de plage. Et en fait, c'était vraiment une question pour moi qui était vraiment importante à soulever. Et c'est vraiment cette voie-là que j'avais envie de prendre, d'avoir en fait, dans ma reconversion, dans ma création d'entreprise, une plus-value sur justement cette problématique environnementale qui nous touche tous hein, finalement, parce que la terre est polluée et il faut envisager des solutions de dépollution. Voilà, donc le savon à froid en fait partie parce que c'est un savon qui est 100% biodégradable. Et nous, on n'utilise que des matières naturelles végétales. Et donc voilà, c'était cette idée de créer une entreprise avec pour objectif d'être le plus en adéquation avec l'environnement et la nature. Et, Voilà. et quand tu es parti en Martinique, c'était en quoi, en 2018? Alors voilà, c'est ça. C'était en juin 2018, ouais.
Ouais, ok. Est-ce que à ce moment, tu étais déjà un petit peu sensibilisé à la question de l'environnement ou peut-être développement durable, ou en tout cas le respect de l'environnement et l'écologie, Ouais. mais est-ce que tu n'as pas ressenti une accélération à cette période-là, un peu comme la plupart des personnes qui ont commencé à développer une forme d'anxiété écologique. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu, mais en 2018, on avait eu une forte période de sécheresse et il avait fait beau, je ne sais plus, pendant 5-6 mois en région parisienne, le truc improbable. En plus, comme il y a eu aussi avec cette histoire de Nicolas Hulot qui démissionne du ministère Oui, de l'écologie, et qu'il y a beaucoup de c'est vrai que personnes qui ont vu c'est ça ça. comme un espoir. Enfin bon, bref, peu importe hein, ce qu'on en pense du personnage, on s'en fout de toute façon, ça c'est pas le sujet. Mm. Mais il y a eu comme une sorte de signe, comme quoi, tu vois, c'était un petit peu plié, que on se rendait compte que l'écologie, finalement, même si nous, et moi, j'entends tout à fait, hein, tes changements d'habitude ménagère, de consommation, etc. Parce que moi aussi, j'ai fait exactement la même chose. Tu vois, j'ai banni, je ne sais plus combien de pourcentage d'emballage plastique, etc. Et que je me retrouve de plus en plus à aller faire mes courses avec mes bocaux, mes sachets, etc. Mais est-ce que tout ne s'est pas amplifié hein, à partir de ce moment-là? Et pourquoi je te pose cette question-là? Parce que je me rappelle qu'en 2016, tu m'avais parlé au tout début, ta première hypothèse de projet, c'était de te lancer dans tout ce qui était décoration d'intérieur et puis ou en lien avec l'artisanat, je crois. C'était ça, c'était plutôt en lien avec Lien avec l'artisanat. l'artisanat, voilà, absolument. C'était en lien avec l'artisanat parce que bah, j'ai des facilités, on va dire que je suis quelqu'un d'assez manuel, de très manuel. Et je me débrouille bien avec mes mains et c'est vrai que je fais pas mal de choses à titre personnel. J'aime bien bricoler, j'ai refait plusieurs appartements, des maisons. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient que je me lancerais là-dedans. Mais il y a eu des questionnements, bah, surtout financièrement, hein, parce que c'est extrêmement difficile de se lancer quand on lance une entreprise. Et puis, il faut avoir quand même pas mal de fonds, ou en tout cas trouver des financements. Et la solution de l'artisanat, notamment dans le bois, parce que je l'avais envisagé à l'époque, bah, c'était difficile financièrement de se projeter et de se dire qu'il fallait investir 150 000 à 250 000 euros pour acheter des machines stationnaires, pour pouvoir trouver des locaux. Voilà, c'était plus dur d'envisager une reconversion dans ce sens-là, en tout cas de se lancer en tant qu'entrepreneur dans ce monde-là. Donc, du coup, l'artisanat, bah, je suis toujours artisan, hein, je suis artisan savonnier. Donc, je fabrique tous mes produits donc à la main. Et ce côté manuel, bah, je le retrouve et c'est d'autant mieux parce que la matière, c'est une matière vivante. Et du coup, on a énormément d'étapes en fait pour lesquelles il faut être vraiment très attentif et qui sont en fait des moments assez euh, comment dire, pas jouissif, mais c'est des moments en fait où on prend beaucoup de plaisir à fabriquer du savon parce que il y a toutes ces étapes jusqu'à la finition du produit et l'utilisation sous la douche qui font que en fait, c'est des sensations vraiment très très fortes et je suis très content d'avoir lancé ce projet et d'être arrivé à mes fins là-dessus. Ouais. Bah écoute, moi en tout cas, je suis ravi de l'entendre dire et que tu mettes en avant cette notion de plaisir qui est très centrale autour de la reconversion professionnelle parce que le but, c'est pas non plus de te lancer dans un truc que tu sais déjà faire mais tu n'éprouves pas de plaisir, hein, des choses que tu maîtrises, Mm. mais que tu te dis, tiens, bah, de toute façon, je vais m'orienter dans cette direction-là parce que je maîtrise et je suis sûr de retrouver du boulot ou de faire en tout cas quelque chose que je sais faire mais de complètement mettre de côté la notion de plaisir qui est centrale, quoi. Donc finalement, dans ton projet, par quoi comment est-ce que, par quoi tu as commencé? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont vouloir aussi peut-être s'inspirer de ton histoire et de se dire, tiens, bah ouais, mais moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire pour pouvoir me lancer moi aussi sur un projet similaire ou un marché similaire ou un produit similaire, peu importe. Mais par quoi tu as commencé pour pouvoir te lancer dans ce projet-là?
Eh ben, en fait, c'est ma femme qui a planté une petite graine. En fait, comme j'étais en train de modifier notre mode de consommation sur les produits ménagers et sur les savons et la fabrication du savon, elle m'a dit, mais elle m'a planté la graine, en fait, tout simplement. Elle a dit, pourquoi tu ne deviendrais pas savonnier? Et donc, du coup, bon, cette idée, au départ, me paraissait un peu saugrenue. Je me suis dit, bon, moi, je suis quelqu'un d'assez sportif, j'aime être en extérieur. Heu, bon, puis faire de la cosmétique, tu vois, c'était pas du tout, quelque chose d'inné, quoi, hein. J'y avais jamais pensé, de toute ma vie, donc mais l'idée a germé et puis, en fait, au fur et à mesure que je me renseignais sur, la méthode de fabrication, sur les matières premières qu'on utilisait pour fabriquer du savon et bien, en fait, c'est devenu naturel et c'est devenu, en fait, non plus une alternative, mais une voie à suivre. Donc j'ai commencé à m'enseigner pour savoir est-ce qu'il y avait des formations. Est-ce qu'il y avait, des diplômes? Est-ce qu'on pouvait obtenir un diplôme de savonnier? Alors, en France, il n'y a pas de diplôme d'État. Il y a des formations, qui sont montées, un petit peu partout en France. Ils sont donnés par, des professionnels, de la cosmétique. Alors moi, je pense, principalement, là où je me suis formé, hein, c'est l'Université européenne des senteurs et des saveurs, qui est à Fort-Calquier, à côté d'Aix-en-Provence. Donc c'est un site de formation où on forme, les futurs savonniers et savonnières et aussi les fabricants de cosmétiques naturels. Ils font beaucoup aussi de parfums, de ce genre de choses. Donc j'ai passé, c'est 1 mois je crois, donc à apprendre à faire, du savon. Alors c'est principalement axé sur la réglementation cosmétique parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est très réglementé. Donc, on ne peut pas se lancer comme ça, les yeux fermés, hein. Il faut vraiment se former sur la réglementation parce que c'est extrêmement, pointu. Il y a énormément de notions, sur lesquelles il faut vraiment être, vraiment à cheval, parce que, on est responsable, hein, du produit cosmétique qu'on met en vente. Donc, toutes les problématiques qui peuvent être liées en fait, à la consommation du produit, je ne sais pas, une allergie ou autre, il faut qu'on soit en mesure après derrière de pouvoir pallier à ces problèmes. Donc voilà, il y a toute une réglementation, à suivre et puis après, il y a la partie formation, de fabrication tout simplement, ni plus ni moins. Donc là, pareil, ça fait partie du cursus de formation. Moi, je voulais aller encore plus loin parce que, on fabrique, quand on est en formation, hein, c'est comme pour toutes les formations, on fait, on fait un peu de pratique, mais c'est toujours, vraiment, quand on est dans le feu de l'action, dans une entreprise qu'on apprend le plus. Donc, je voulais impérativement me former chez un vrai savonnier. Donc j'ai été formé, par Franck et Philippe de la savonnerie Gaïa. C'est une savonnerie qui est dans la Drôme. C'est des savonniers qui sont un petit peu les précurseurs de la savonnerie à froid, parce qu'ils font partie des premiers acteurs en fait, hein, de la remise un peu en avant de ce produit en France. Et puis, donc, j'ai passé 3 semaines chez eux à fabriquer du savon en très grande quantité parce qu'ils en font quand même pas mal. Parce que ça reste un savon saponifié à froid, donc c'est un savon artisanal, donc tout est fait à la main. Donc c'est pas du tout, on n'imagine pas du tout c'est pas industriel, quoi, hein. C'est pas des Mmh. machines avec des lignes industrielles où on a les kilomètres de savon qui déroulent sur des plateaux et qui sont emballés dans des machines avec des machines. Non, non, tout est fait à la main. Tout est préparé à la main, le pesage, la préparation, la saponification, la découpe, les finitions, l'emballage et la vente, tout est artisanal, ouais. Donc c'est vraiment un produit, made in France à Made in 100 quoi. France, C'est pas un 100%. truc qui a été, délocalisé dans un pays lointain ou C'est fait par ça, des ouais, petits enfants ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment un exactement truc, et artisanal exactement, français, quoi. exactement et nous, on va encore plus loin dans la démarche parce que, tous nos fournisseurs, en fait, de matières premières avec, lesquels on travaille, eh bien, on a tenu à rencontrer, tous les fournisseurs
Et on a sélectionné des fournisseurs qui sont des producteurs à taille humaine et qui font, comme nous, de l'artisanat. Donc, on va systématiquement chercher des producteurs. Alors là, comme ça, je te donne un exemple. C'est le Chant des couleurs qui font de la persicaire indigo. La persicaire indigo, c'est une plante tinctoriale qui permet en fait de faire de la teinture, qui était beaucoup utilisée dans le temps pour les vêtements, pour teinter les vêtements dans les années 1800. Et donc, qui s'est un petit peu perdue. Et elles ont remis au goût du jour un peu ce savoir-faire un peu ancestral. Et aujourd'hui, elles font aussi pour la cosmétique. Donc, nous, on a choisi de travailler avec elles parce que elles sont deux. Elles ont récupéré en fait l'exploitation de leurs parents qu'elles ont passé en bio et donc elles commencent à se développer sur maintenant d'autres produits comme la garance, le sorgho, voilà. Et donc voilà, on travaille vraiment avec des producteurs comme ça et des entreprises familiales. Pour le coup, systématiquement, c'est des entreprises familiales. Voilà. Ça met un certain temps avant Et de c'est lancer énorme. un projet comme Ouais, ça, quoi. Ça demande dans le processus de fabrication ouais. jusqu'à la commercialisation, enfin en tout cas de la mise en place de ton projet pour qu'il y ait tous les process derrière et puis aussi bien de trouver les partenaires, les fournisseurs pour trouver la bonne matière, que ça soit en lien avec, on va dire, les valeurs que tu souhaites véhiculer à travers ton activité, ça prend un certain temps. Ouais, ça prend. Nous, on a mis pratiquement un an pour développer le projet, développer les produits et du coup, chercher les fournisseurs pour pouvoir finaliser le projet. Ouais. On a mis Donc, un peu plus d'un an. tu as lancé la boîte à quel moment? En juillet 2020, donc entre les prémices du projet de Martinique et le démarrage de l'entreprise, il s'est passé un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Ouais. Mhm. Alors, il y a déjà des personnes qui diraient en juillet 2020, mais en 2020, c'était la crise. Mais il est fou, pourquoi il s'est lancé en 2020 alors que c'est la crise? Il fallait rester dans son petit cocon, tu vois, chercher à forcément préserver sa stabilité ou sécurité financière. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Figure-toi qu'on s'était dit que le savon, en temps de crise sanitaire, ça ne pouvait que marcher. Tu m'étonnes. Parce que le nettoyage des mains, c'est la base de toute barrière pour les microbes et puis les problématiques de maladie. Donc, Ouais, mais va dire ça à je sais pas combien de millions de Français qui ont découvert le savon et le gel hydroalcoolique c'est pendant surtout cette le gel période-là. hydroalcoolique qu'ils ont Hmm. découvert, ouais, beaucoup, malheureusement. Ouais. Et Donc, d'ailleurs, à ce propos, et c'est là que ça a été très difficile pour nous, c'est que euh, dans, dans cette crise, donc tu sais comment ça fonctionne. Quand on crée une entreprise, on est établi avec un code NAF. Donc ça, c'est pour répertorier en fait la catégorie de l'entreprise sur laquelle on est positionné. c'était le bon code NAF que tu as eu, toi? Parce que moi, Comment? tu as Ah eu le non, bon code justement, NAF? Ouais? Ah malheureusement, bah oui, les savonniers n'étaient pas considérés comme essentiels. ouais, le classique. Hmm. Le classique. Donc, du coup, beaucoup d'entreprises étaient fermées et ne pouvaient pas vendre leurs produits. Et malheureusement, on s'est quand même bien mobilisé. Et c'est là où j'ai envie de dire que le monde de l'artisanat, il est fort en ce sens, c'est on s'est mobilisé donc on était nombreux à se mobiliser justement pour essayer de se battre contre ces décisions-là, essayer d'avoir gain de cause pour pouvoir vendre des savons, parce que c'était pour nous essentiel et c'était la base de la lutte contre le Covid-19, entre guillemets. Voilà, Hmm. donc on a créé des campagnes de communication autour de ce sujet-là, avec les savonniers mobilisés, qui est encore d'actualité d'ailleurs. Il y a une campagne qui se prépare là
Alors après les élections, parce que du coup, avec les élections, sinon on va être noyé dans la masse de l'information. Bien sûr, ouais. Mhm. Mais voilà, il y a un gros travail qui est fait autour de ça parce qu'on veut revaloriser en fait ce produit de cosmétique. Parce qu'il faut savoir quand même que le savon, c'est un produit qui a plus de 5000 ans, hein. La fabrication du savon, c'est ancestral. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas remettre au goût du jour des produits qui ont toujours fonctionné, qui ont toujours été en fait efficaces et en plus qui sont fabriqués avec un procédé qui est écologique et qui est économique. La saponification à froid, il n'y a pas de cuisson, donc il n'y a pas d'énergie consommée. Il n'y a pas de rejet dans la nature parce qu'il n'y a pas d'opération de relargage ou de traitement. Tout est utilisé à 100%. Et puis, la finalité, c'est qu'on a un produit qui est 100% biodégradable, donc qui est écologique et qui, en fait, se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'autres produits chimiques qui sont injectés, comme on peut le voir dans… Alors, ce n'est pas pour dénigrer, hein, mais dans les savons conventionnels qu'on voit partout, avec des mentions dans les matières premières qui sont des produits chimiques avec une liste interminable et qui sont très néfastes aussi bien pour la peau que pour l'environnement, quoi, hein. Mhm. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on s'est lancé dans cette période et qu'en fait, on n'a pas eu peur de se lancer parce qu'on, pour nous, c'était une évidence et que de toute façon, c'est dans l'air du temps de revenir à des choses naturelles, des choses qui sont efficaces et qui sont bonnes pour l'homme et pour la Terre, pour la planète. T'es estampillé bio ou tu vas l'être? On est estampillé bio, on a fait le Ouais. choix d'être labellisé Écocert, donc c'est un organisme certificateur qui nous audite chaque année et qui vérifie tous les ingrédients qu'on utilise, les quantités, la provenance également. Donc, ça nous permet d'estampiller le produit donc biologique, absolument. Ouais. Mhm. Ça, ils sont pas chiants à vérifier à chaque fois pendant les audits? Ah bah c'est un audit, c'est quand même assez complexe, hein, donc ça demande un travail sur toute l'année parce que il faut quand même jouer carte sur table, quoi, hein. Il faut être transparent sur toute la ligne, donc effectivement et puis ça a un certain coût aussi, donc voilà, mais c'est important parce qu'aujourd'hui euh, c'est un gage de qualité aussi. Donc quand le consommateur il cherche un produit, Mhm. c'est des organismes certificateurs qui sont quand même reconnus aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un gage de qualité. C'est hyper important pour le client de savoir, parce que quand on recherche un produit, euh, de voir que le produit est estampillé bio, c'est rassurant. Voilà. C'est qui tes clients? Alors, nos clients principaux, nous, on a fait le choix. Alors, quand on a démarré, on a démarré sur la vente en direct avec des événements comme les marchés, des foires, des salons. Et puis là, depuis janvier 2020, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule pour essayer de développer l'entreprise sur Tu un veux axe. dire janvier 2022, tu veux dire? Là, Oui, janvier 2022, pardon. Ouais, d'accord, ok. Oui, depuis janvier 2022, j'ai Ouais, je changé. suis, hein, je t'écoute, Ouais. hein. Mhm. Je vois bien. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule et du coup, je me suis axé plutôt sur la vente aux professionnels, donc aux revendeurs, pour pouvoir avoir un rayonnement un peu plus grand. Parce que moi, j'ai envie de pérenniser l'entreprise, j'ai envie de grandir, d'avoir une équipe et d'avoir une entreprise familiale et de m'épanouir aussi avec ce projet-là parce que ça fait déjà maintenant presque 2 ans et demi qu'on a commencé et c'est vrai que ça me plaît énormément et j'ai envie de continuer et j'ai envie de réussir à créer des emplois avec ce projet parce que c'est ça le but aussi quand on crée une entreprise. Donc voilà. Donc maintenant, je me suis axé sur la vente revendeur, donc principalement les boutiques revendeurs comme la Vicenne, l'Eau Vive, le comptoir de la bio. Voilà, c'est des enseignes un petit peu qui ont pignon sur rue sur les produits biologiques. Et donc, voilà, on essaye de travailler avec eux et avec d'autres boutiques hein, comme les pharmacies, les épiceries aussi,
Alors, moi, mon cheval de bataille, c'est principalement les lieux en fait, où on apporte un conseil et où on a un très, très bon accueil. Voilà, donc les grandes surfaces, j'ai peu d'intérêt, voire même pas du tout. Par contre, voilà, des épiceries de quartier, des épiceries, de petits villages, ça m'intéresse énormément parce que, c'est aussi le but de l'action de redonner du sens, en fait, à la consommation. C'est pas que le savon, hein, c'est tout, hein. C'est un sens, vraiment, général. Donc il faut que les petits quartiers, les petits villages retrouvent leurs épiceries d'antan, et leur commerce de proximité. Donc voilà, nous, on travaille aussi là-dessus. Donc, en les aidant aussi peut-être à trouver au sein de d'un type de boutique ou de type de commerce un type de projet qui serait, on va dire, uniquement trouvable que chez eux et pas dans la grande distribution où tu peux être uniquement, tu vois, que dans la grande consommation, quoi. C'est ça, voilà. Mhm. Avec des produits nobles, avec des produits de qualité, mais malgré tout accessibles. Ouais. Mhm. Voilà. Ok. Je regarde, là, il est 10h45 déjà, là, Là, ça passe ça passe vite, la journée. super vite, quoi. Mais alors moi, quand je t'écoutais parler, je me disais, bon, tu vois, ça fait quand même un certain temps que tu avais ce projet de reconversion, le temps que ça se mette en place, etc. Sachant que tu avais une vie de famille. Mmh. Et comment est-ce que ça s'est goupillé? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont se mettre des freins qui peuvent être réels et tu as aussi des freins psychologiques. Donc, tu as des personnes qui vont dire, ouais, mais attends, moi, j'ai des factures, j'ai un loyer, j'ai ci, j'ai ça, etc. Ou j'ai pas forcément, tu vois, une situation qui me permet de faire une reconversion descendante, c'est-à-dire que tu es déjà dans un niveau de stabilité ou de sécurité financière, et puis tu te permets d'être, je sais pas, d'élever des chèvres dans le Larzac, et puis ensuite après d'écrire un bouquin, et puis finalement tu te rends compte que 2 ans après, bah, tu reviens à ta vie d'avant parce que voilà quoi. Mais comment est-ce que toi tu as mis en place tout ça et comment est-ce que ça a été accueilli auprès de ta partenaire, ta femme? Alors, moi, elle était, extrêmement enthousiaste. D'ailleurs, ma femme, n'est pas que ma partenaire de vie, elle est aussi, la cofondatrice, de Samaoma, de l'entreprise. Ceci Heu explique cela alors. et donc du coup, je suis pas tout seul et heureusement parce que, c'est énormément de travail. Alors elle a son travail à côté, bien sûr, hein, elle travaille, elle a son job à 100 mais c'est une acharnée donc elle est capable de se «démultiplier» entre guillemets et du coup, voilà, j'ai beaucoup de chance parce que, on a, ça nous a permis, voilà, de développer vraiment, l'entreprise autour de valeurs très fortes et nous, comment on s'y est mis? On s'est permis de le faire parce que, déjà, on a revu toutes nos dépenses à la baisse, on a supprimé toutes les dépenses inutiles. Alors nous, on n'est pas des consommateurs, donc déjà dans dans la vie quotidienne, en fait, ça répond aussi à à notre manière de vivre, hein, cette entreprise. C'est-à-dire qu'on consomme, on fait déjà très, très attention à notre consommation, on n'a pas de dépenses inutiles. Donc forcément, ça nous permet de pouvoir, continuer, d'avoir pu enclencher cette création d'entreprise et d'entreprendre, ouais. Hmm. Ouais. Il y a deux choses dans ce que tu viens de dire qui sont super intéressantes. C'est déjà de refaire un peu un audit, tiens, de ta situation financière dans un premier temps et de voir de quoi tu as réellement besoin. Parce que tu vois, j'ai des personnes qui parfois me contactent et qui tombent dans cette idéalisation ou ce fantasme en lien avec la reconversion et qui me disent moi j'ai un certain confort financier, mais je veux changer de métier sans avoir à perdre mon confort financier. Tu vois, c'est un peu un oxymore pour moi, quoi. À Ouais. moins que tu restes sur une reconversion, on va dire, horizontale qui t'amène à juste changer d'environnement de travail ou d'entreprise ou de responsabilité d'une certaine manière. Selon toi, tu penses que c'est un passage obligé? Je fais semblant de poser la question, hein, mais de se refaire un audit de sa situation financière.
Bah, c'est la base de toute façon, parce que entreprendre, c'est quand même. Alors, c'est pas un risque en soi. On risque pas de. Enfin, au pire des cas, tu l'as dit tout à l'heure, on revient à la vie d'avant, on retrouve du travail. C'est juste en fait Tu veux faire le dire que tu début. n'as pas le risque de finir sous les ponts, c'est ça? Oui, il n'y a pas de risque de finir sous les ponts. Aujourd'hui, celui qui veut entreprendre, c'est qu'au fond de lui, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se lever le matin pour faire quelque chose de sa vie. Donc, automatiquement, enfin, s'il se lance dans l'aventure, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas de réussite au bout. Donc, il faut bien sûr s'assurer que ça va fonctionner, parce que ce n'est pas le but de se lancer les yeux fermés et d'y aller tête baissée. Il faut bien sûr prendre les devants, se recentrer, se poser les bonnes questions, faire un check-up de sa situation, et puis de se dire jusqu'où on est prêt à aller en fait, au niveau de la réduction de ses dépenses, pour pouvoir justement pallier aux problématiques qui pourraient subvenir si on n'arrive pas au bout de 2 ans et demi à sortir un salaire. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire, bien sûr, parce que quand on entreprend, on n'est pas sûr d'aller au bout, quoi, hein. Chaque jour, on apprend, chaque jour, on rencontre des gens, et parfois, on a des doutes, c'est sûr, c'est une évidence. Et il y a des moments où moi, je me dis, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à vendre. Ça fait déjà une semaine que je me bats au téléphone pour arriver à faire un contrat. Et puis finalement, on se pose des questions parfois. On se dit, bon, et puis la semaine d'après, quand on a gardé le bon leitmotiv, et puis que dans les échanges, on est toujours positif, on vous rappelle des fois 3 mois, enfin 3 semaines, un mois, 3 mois après, on vous dit, tiens, la dernière fois, on avait échangé, aujourd'hui, je suis prêt à travailler avec vous. Ce n'était pas possible avant, mais là, aujourd'hui, je suis prêt à travailler avec vous. Donc, ce n'est pas des efforts qui sont vains, en fait, hein. Systématiquement, c'est du travail de longue haleine, et ça, il faut en être conscient. C'est un travail sur le long terme. Il ne faut pas vouloir tout de suite. Ça, c'est pas faisable. Voilà, c'est du travail sur du long terme. Donc, il faut prendre les devants et s'assurer qu'on pourra tenir 2, 3 ans sans problème, quoi. Ça, c'est sûr. Et surtout, le deuxième point, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ton partenaire ou ta partenaire, ta femme, ton homme, peu importe, Ouais, hein, il faut ton accord mais aussi avec ton qu'elle partenaire, te bien sûr. soutienne, quoi. C'est ça, ouais. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et dans les projets de reconversion, la plupart du temps, c'est mais pourquoi est-ce que tu veux changer? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Mais t'es sûr, hein, c'est la crise. Enfin, c'est jamais le bon moment. De toute manière, il y a toujours Ça, il faut prétexte, s'écouter, ouais. il Ou faut une excuse, ouais. s'écouter. Il faut, Mm. il faut vraiment, que ça vienne de soi, et que les choix qu'on fasse ne soient pas des regrets plus tard. Donc, il faut vraiment être sûr de vouloir le faire, quoi. Ça, c'est une évidence. Et l'accompagnement, il est très important, que ce soit son conjoint ou même la famille, quand on n'a pas encore de conjoint, parce qu'on peut entreprendre quand on est jeune aussi, hein. Il faut être bien entouré. Ça, c'est une évidence, ouais. Il faut Mm. des gens qui vous soutiennent, il faut des gens qui vous apportent du soutien, et non pas des phrases massacrantes du genre t'arrives pas, c'est pas grave, retourne à ton ancien boulot. Parce que malgré tout, les gens qui vous disent ça, bon, ça travaille sur le psychologique, quoi, hein. Ouais. On se dit toujours ouais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Donc, il faut éviter, voilà, de procrastiner, et puis il faut avancer, quoi. Il faut toujours essayer d'aller voir loin, et parfois de reprendre le projet à la base tel qu'il était au tout début, pour se dire: «Ah ouais, à cette époque-là, je pensais à ça, je pensais comme ça, je voyais en fait l'avenir comme ça», et finalement ça remet un peu de boost. Mm. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça aujourd'hui. C'est bon, ta capacité de remise en question, quoi. Moi aussi, tu vois, Ouais, c'est ça, ouais. je l'ai eu quasiment. La dernière que j'ai eue, c'était quoi? C'était peut-être il y a, ouais, il y a 2 ans. Ça commençait à dater, hein. C'était juste avant le Covid d'ailleurs, hein. Je commençais à me poser des questions, moi, sur la remise en question de mon repositionnement, etc. De toute façon, arrivé à un moment, tu es obligé de te repositionner et puis de réajuster Bien sûr, sur puis ce que tu fais, ta stratégie, hein. c'est C'est important, évident. ne serait-ce que de voir par rapport à l'évolution qu'on en a, de se dire: «Bon,
Est-ce que les décisions que j'ai prises il y a 6 mois, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui? Est-ce que l'objectif est atteint et s'il n'est pas atteint, bah, il faut revoir ses priorités et il faut se refixer Mm. des objectifs pour changer la direction parce que ça ne sert à rien de rester dans une direction si le vent ne souffle pas dans son dos et qu'on ne peut pas avancer, quoi. Ouais. Tu aurais un mot de la fin? Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver avant ce mot de la fin? Eh ben, nous, donc moi, je suis sur la région de Côte d'Or, hein, à Dijon. Donc, on est répertorié dans pas mal de magasins dans la région. Vous pouvez retrouver toutes les adresses de points de vente sur notre site internet, samauma.bio, SAMAUMA.bio. Et donc, sur le site internet directement, on peut également commander les produits depuis le site internet. Ok, top. Voilà. Je me posais la question là, tout à l'heure quand je t'écoutais parler, mais le toucan derrière, qu'est-ce qu'il a Ouais. fait? Eh ben lui, c'est en fait, alors ouais, ça fait partie de la marque. C'est notre logo. On a choisi le toucan en fait comme logo. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé de ça d'ailleurs, parce que ma femme est brésilienne et donc en fait, la marque Samauma, c'est un arbre qui pousse au Brésil, qui veut dire arbre de vie. Et pour nous, en fait, ça faisait sens avec le projet qu'on avait. On voulait des cosmétiques qui respectent la nature et puis l'homme. Et puis le toucan, parce que justement, c'est des oiseaux qui vivent dans un environnement euh, qui est un petit peu dénaturé parce qu'on fait de la surconsommation. Donc, on déforeste un petit peu l'habitat des animaux sauvages. Et du coup, voilà, nous, ça permettait de faire le lien entre le nom de la marque, les animaux et notre leitmotiv qui est la préservation de l'environnement. Voilà. Bah, top. Un mot de la fin peut-être? Merci à toi, en tout cas, Jordan, pour Je t'en prie. cet accompagnement, maintenant, ce qui remonte à quelques années, mais qui m'a beaucoup servi parce que voilà, c'était un point important pour passer le cap. Il faut se faire accompagner. Ça permet d'envisager en fait le projet plus sereinement et de passer à l'action surtout. C'est Alors, ça. je tiens à préciser une chose, je n'ai pas payé Laurent pour qu'il me dise ça et je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Donc, merci en tout cas de ton retour. Voilà. C'est appréciable en tout cas. Merci à toi parce Euh, que tu sais, aujourd'hui, l'accompagnement, en fait, l'idée de départ, elle a évolué. Et en fait, les clés que tu m'as données pendant cet accompagnement m'ont servi tout au long en fait, de ce projet parce que je suis revenu plusieurs fois sur les discussions qu'on avait pu avoir et sur en fait, les méthodes que tu m'as données pour justement se poser les bonnes questions et pour se donner les bonnes directions. Et ça m'a vraiment beaucoup servi. Donc voilà, merci à toi pour ce travail. et ben, merci d'être passé à mon micro en tout cas. Et ben, ce fut un plaisir en tout cas.